Sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que vous estimez avoir confiance en vous? 10 étant le niveau où vous vous sentez inarrêtable. Vous sentez que tout est possible. Vous pouvez aller dans la direction de vos rêves. Vous donnez combien? Et puis 1 étant le niveau, moi-même, je peux me cacher derrière tous mes amis. Notez, mettez le chiffre sur votre bloc-notes. C'est bon? Vous l'avez fait? Tout le monde a noté? Notez en pratique, s'il vous plaît, notez. Tout le monde a mis? D'accord. Quelles sont les personnes qui se situent en dessous de 5? Qui ont mis quelque chose qui est en dessous de 5? On dirait que ce n'est pas vrai. D'accord. Quelles sont les personnes qui sont entre 5 et 7? Okay. Quelles sont les personnes qui sont entre 7 et 9? Qui a 10 sur 10? C'est bien de savoir ça. C'est un point de départ. C'est bien de comprendre où est-ce qu'on se situe soi-même. Vous voyez, quand on parle de confiance en soi, certains se disent que c'est une affaire d'estime de soi. Certains disent que la confiance c'est l'estime. Qui pense ça? Confiance et estime sont des synonymes. Qui est d'accord avec ça? Ok, bon, j'ai omis de faire quelque chose d'important, de me présenter avant de commencer. N'est-ce pas? Ah, on savait le nom. Il reste le reste, c'est le nom qui est connu. D'accord, je suis médecin de formation, je fais la psychiatrie. Le psychiatre n'est pas le psychologue. Le psychiatre travaille avec les malades mentaux. Le psychologue, c'est autre chose. Il ne prescrit pas de médicaments, non, il prescrit des médicaments. Je fais le coaching, je suis coach certifié et conférencier d'inspiration. J'ai écrit un certain nombre de livres, au total 24 à ce jour. Il y a quelques-uns qui sont sur la table là-bas. Donc je me plais à parler de confiance en soi parce que confiance et estime de soi, parce que c'est un domaine qui me passionne. Ça me plaît d'étudier les gens, de comprendre comment ils fonctionnent et puis de voir comment je peux les aider à donner le meilleur d'eux dans ce qu'ils font dans la vie pour atteindre leurs objectifs. Voilà pour ce qui est de ma brève présentation. Alors, dans les 30 minutes que j'ai, je vais m'évertuer à partager avec vous quelques outils vous permettant d'améliorer votre niveau de confiance. Pour ceux qui ont estimé qu'ils étaient en deçà de 7 ou de 6, je vous donner quelques outils. Mais avant, on va chercher à comprendre c'est quoi la confiance, c'est quoi l'estime, pourquoi est-ce que c'est important, comment est-ce que ça peut nous aider à réussir notre carrière professionnelle. Pour que la confiance nous aide à réussir notre carrière professionnelle, comme le thème le dit, il faut déjà qu'on puisse savoir c'est quoi une carrière professionnelle réussie. Pour vous, c'est quoi une carrière professionnelle réussie? À quel moment est-ce que vous estimerez que vous avez réussi votre carrière professionnelle? Oui, madame? Moi, je me dis, c'est quand ton rêve professionnel se réalise. Quand son rêve professionnel se sera accompli. Qui partage cette définition? J'estime que j'ai réussi ma carrière professionnelle lorsque ce dont je rêve du point de vue professionnel est atteint, est accompli. Tout le monde est d'accord avec? Qui n'est pas d'accord avec? Oui, pour vous, c'est quoi? Pour moi, la réussite d'une carrière professionnelle, c'est de pouvoir, on va dire, prendre un processus pour atteindre là où je me vois, là où je me suis projetée. Ça rejoint ce qu'elle a dit? Pas forcément dans le thème carrière professionnelle en entreprise, en fait, c'est dans divers environnements. Donc, je me dirige pas à l'entreprise. Oui, d'accord. Ok. Mais elle a dit ce dont je rêve. Ce par rapport à quoi je... Le rêve est encore plus loin, mais il y a peut-être un ou deux objectifs qui sont atteints, dont on peut se satisfaire également. Ok. Donc, ça peut être c'est un processus qui est en continu. C'est ça. Donc, je définis des étapes. Voilà. Je pense que ça se rejoint. Hein. Il y a quelque chose que je veux. Si j'atteins ça, j'estime que j'ai réussi. Ou bien, on n'est pas d'accord avec ça. Mais déjà, ça veut dire qu'on sait ce qu'on veut. Qui sait clairement ce qu'il veut par rapport à sa carrière professionnelle?
Je pose ces questions, ça a l'air anodin, et puis on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils demandent ça à des adultes? Vous serez surpris de voir le nombre de gens qui ne sont pas au clair sur ce qu'ils veulent pour leur avenir professionnel, pour la vie. Et j'en rencontre tout le temps. Et ce n'est pas une question d'âge. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur le point d'aller à la retraite qui doutent encore par rapport à leur futur. Je ne sais pas trop ce que je veux. Mais vous voyez, une fois qu'on a défini ce qu'on veut par rapport à la carrière, c'est-à-dire dans les 5 ans qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, vous savez où vous voulez vous situer, même si en ce moment vous ne voyez pas la voie, vous ne percevez pas bien l'issue. Ce n'est pas grave. Il faut commencer par savoir ce qu'on veut. Ne faites pas l'erreur des gens qui se disent je ne peux pas faire de budget parce que ce que je gagne là, ce n'est pas beaucoup. Les gens qui fonctionnent comme ça. Je ne peux pas définir de budget parce que mon salaire est trop petit. Non. On ne fait pas un budget par rapport à son salaire. On définit ce qu'on veut dans la vie et puis on va trouver les voies et moyens pour réaliser cela. On ne se projette pas par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, on se projette par rapport à ce qu'on veut. Et puis maintenant, notre mouvement va nous permettre de trouver les moyens de réaliser ce qu'on a défini. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans un premier temps, il faut savoir ce qu'on veut du point de vue de notre carrière professionnelle. Une fois qu'on a défini ce qu'on veut, bien évidemment, il faut se mettre en mouvement. Oui, mais c'est là que se pose le problème de la confiance. Parce que je veux des choses. Est-ce que je me sens suffisamment capable de passer à l'action pour les concrétiser? Est-ce que je me sens suffisamment digne de réclamer ceci ou cela? Est-ce que quand je me regarde, je regarde mon parcours, je regarde mon niveau de compétence, je peux prétendre aller à ce niveau? Est-ce que j'ai suffisamment d'expérience? Est-ce que je m'accorde moi-même du crédit quand il s'agira de passer à ce cap-là? Est-ce que vous voyez? Avoir confiance en soi, c'est quelque part s'accorder du crédit. C'est comme si vous-même, vous pouvez miser sur vous pour faire telle ou telle chose. Mais la confiance en soi n'est pas l'estime de soi. Vous voyez, l'estime de soi, un peu comme, si je mets l'estime ici, l'estime va reposer sur 3 piliers. L'estime de soi va reposer sur 3 piliers. Mais quand on dit estime, c'est une sorte d'évaluation. J'évalue ce que je vaux en tant que personne. J'apprécie ma valeur en tant que personne, en tant qu'individu. Donc, cette estime-là, cette évaluation que je fais de ce que je vaux en tant que personne, ça va reposer sur la vision que j'ai de moi. Comment je me vois? C'est comme ça que vous pouvez voir des personnes qui, physiquement, des jeunes dames par exemple, physiquement elle est belle, tout le monde l'apprécie. On lui dit, ah mais vraiment tu es très belle, et puis elle va te regarder, elle va dire, Tu dis quoi, mais ça c'est pour blaguer, tu dis ça. Ça arrive. Tout le monde voit qu'elle est belle, mais elle, l'image qu'elle a d'elle, la vision qu'elle a d'elle, c'est une vision qui est dégradée. Donc elle n'est pas en harmonie, elle n'est pas alignée avec ce que vous vous dites la concernant. Le deuxième pilier, ça va être l'amour de soi. À quel point est-ce que moi-même, quand je me regarde, je m'aime? Je me souviens, j'avais fait une session de formation sur la confiance en soi avec un groupe de personnes. Et puis, dans la salle, il y avait une dame. Elle est mère de 4 enfants, elle était veuve. Et quand j'ai demandé, j'ai fait un exercice où je demandais aux gens, à la fin, prenez un miroir, vous allez faire certaines affirmations, vous regardez dans le miroir, tout ça. Elle me dit, il n'y a pas de miroir. Ça peut paraître bizarre qu'une femme n'ait pas de miroir. Mais en fait, elle n'aime pas ce qu'elle voit. Il y a des gens comme ça. Ils passent, il y a des femmes qui passent comme ça devant le miroir, mais elles ne regardent même pas. Elles voient juste si les choses sont bien arrangées et puis bon, c'est fini. Parce que je n'aime pas ce que je suis en train de... La personne que je vois dedans, je ne l'aime pas. Donc, je n'ai même pas le courage de la regarder vraiment. Elle ne s'aime pas suffisamment. À quel point est-ce qu'on s'aime? Ces deux éléments déjà vont déterminer si on se donne le droit d'avoir accès à certaines choses. Est-ce que je me donne le droit d'avoir du respect? Mon amour de soi va déterminer ce que je vais accepter. Qu'on me fasse ou qu'on ne me fasse pas. Ce que je vais refuser ou ce que je vais accepter. Ça va déterminer ce que je vais admettre dans mes relations avec les autres, dans mon rapport avec les autres. Et le troisième pilier, ça
Ça va être justement la confiance en soi. En fait, ici, c'est la conviction que vous avez d'être capable de faire quelque chose. C'est l'état d'être de celui qui va se sentir capable de faire quelque chose. On te donne une tâche au travail, parce que tu as eu à répéter cette tâche-là plusieurs fois, tu te sens capable de passer à l'action, de réussir ça. Il y a un nouveau poste qu'on te confie, parce que tu as déjà eu des challenges similaires par le passé, tu acceptes naturellement parce que tu te dis, c'est des hommes, j'ai déjà managé des hommes, les choses, je peux m'en sortir. C'est une entreprise que je connais le système, je sais comment ça fonctionne, je peux m'en sortir. Donc j'ai naturellement confiance en ma capacité à relever les défis qui seront en face de moi. Cette confiance, elle peut être spécifique, portée sur des tâches précises, ou elle peut être générale. Confiance par rapport à la vie. Quand je dis confiance par rapport à la vie, il y en a qui sont incertains par rapport à leur futur. Ils se demandent comment demain va se passer. Avec les changements qu'il y a aujourd'hui, la vie qui est en train d'évoluer d'une certaine façon, est-ce que je serai à même de faire face aux défis qui pourraient se présenter demain? Parce que j'ai doute, ou je pense à mes rapports aux autres, je me dis, dans ma relation avec les autres, comment est-ce que je vais assurer? Est-ce que je ne vais pas me faire dominer? Est-ce que je ne serai pas rabaissé? Du coup, je peux fuir les situations qui vont être susceptibles de me demander de démontrer que je suis compétent. Est-ce que juste ici on se comprend? Est-ce que juste ici c'est clair pour tout le monde? Alors, vision de soi, amour de soi, confiance en soi, tout cet ensemble, ça va déterminer notre estime de soi. Mais vous voyez, quelqu'un peut avoir confiance en sa capacité à faire quelque chose et avoir globalement une mauvaise estime de soi. Vous verrez ça dans les organisations où le gars est techniquement bon, il sait qu'il est techniquement bon, malheureusement il n'a pas un bon rapport aux autres. Parce que lui-même, quand il regarde son image de soi, il n'a pas l'amour de soi, il ne s'aime pas suffisamment. Il a une mauvaise vision de lui-même. Du coup, il va être dans la tentative d'écraser les autres pour se sentir. Je vais vouloir marcher sur les autres pour me sentir. Et ici, on va lui confier des tâches, il va assurer. Il va faire le travail. Il sera percutant. Il sait qu'il est percutant. Mais il aura un mauvais rapport aux autres. Un très mauvais rapport aux autres. Et vous verrez que toutes ces composantes-là, de façon habituelle, on utilise comme ça, estime et confiance, mais je fais cette distinction pour que vous sachiez précisément que dans la vie, il y a estime de soi, il y a confiance en soi. Qu'est-ce qui peut affecter notre niveau d'estime ou notre niveau de confiance? Plusieurs éléments sont à prendre en considération. Le premier niveau d'impact sur notre niveau de confiance, ça va se situer dans notre enfance. Vous savez, quelqu'un a dit que l'homme, ou plutôt l'enfant, est le père de l'homme. On a déjà entendu ça, non? L'enfant est le père de l'homme, c'est en philosophie. Mais quand on dit l'enfant est le père de l'homme, ça veut dire l'adulte qu'on est aujourd'hui a majoritairement été influencé par l'enfant qu'on a été. Ou alors l'éducation qu'on a reçue, les conditions dans lesquelles on a grandi, ça a beaucoup influencé l'adulte qu'on est aujourd'hui. Mais comment est-ce que dans notre enfance, cette influence-là se produit? Prenons l'exemple d'une personne qui a grandi dans un environnement de comparaison. Tout le temps dans son environnement, vous voyez, j'ai eu à accompagner un officier supérieur de l'armée comme ça, qui dans son enfance a longtemps été comparé aux autres. Ses cousins. Et c'était une affaire de, ah, tu as vu l'autre, il a fait ça. Et c'est toi qui es capable de faire ça. Et quand les gens font ça, les parents font ça, ils se disent, c'est pour fouetter un peu son orgueil. Mais ce n'est pas toujours que ça marche. Parce qu'en la vérité, quand vous demandez à un poisson de grimper un arbre, il va passer toute sa vie à croire qu'il est idiot. Il est poisson. Le poisson, il nage. C'est inspiré par l'arbre. Ça veut dire que ce qu'il a comme compétence naturellement, ça peut ne pas lui permettre de faire ce que l'autre est en train de faire. Mais nous, on va sur la base de la comparaison. Donc, pendant des années, on va comparer les enfants. Comparer, et puis même dévaloriser, ne même pas apprécier les efforts que cette personne fait. Parce qu'on se dit en Afrique, si tu le félicites, demain il va gâter. Donc quand tu fais bien, on ne dit rien. Mais c'est quand tu déconnes, c'est là où on te sac, on t'humilie. Mais ça là, ça laisse des traces sur l'adulte que tu deviens. Ça laisse des traces. Et tu grandis avec ça. Tu grandis avec ces doutes qu'on émet sur tes compétences, sur ta capacité à faire les choses.
Il y a des parents qui vont surprotéger leurs enfants. Parce qu'eux-mêmes, ils ont peur d'échouer. Eux-mêmes, ils ont peur que l'enfant se fasse mal. Du coup, si l'enfant veut s'engager sur des voies auxquelles ils ne sont pas habitués, ils vont tout faire pour le dissuader. Ne va pas là-bas. Comme si l'enfant ne doit pas se faire sa propre expérience de la vie. Ne va pas là-bas. Là-bas, c'est dangereux. Tu vas perdre de l'argent. Si tu fais ça, c'est pas bon. Il ne faut pas faire. Et ça fait que vous voyez des adultes qui ont envie de faire certaines choses aujourd'hui, mais comme on ne leur a pas laissé l'occasion d'exprimer ce à quoi ils aspiraient depuis qu'ils étaient enfants, ils n'osent même pas poser des actions pour avancer. Ils n'osent pas. Ça fait la différence entre celui qui sait beaucoup de choses et qui agit très peu. Il y a des gens comme ça. Ils peuvent s'asseoir et puis te parler de business, du futur. Ça, même si tu fais ça va marcher. Il va avoir de l'argent dedans. Ils ont plein d'idées. Mais eux-mêmes, là, ils ne passent pas là-dessus. Parce que depuis étant enfant, on a contribué à faire en sorte qu'ils ne croient pas en leur capacité à réaliser des choses. Il n'y a pas que dans l'enfance que le niveau de confiance est affecté. Il y a aussi dans la vie d'adolescent et dans la vie adulte. Il y a des gens qu'on rencontre, surtout quand on tombe amoureux, on devient fragile. Quand on tombe amoureux, on devient fragile. Voilà pourquoi on dit tomber amoureux. On ne dit pas se lever amoureux. Oui, parce que quand on tombe amoureux, on donne accès aux autres à des zones de nous qu'on n'a pas l'habitude de montrer en public. Et ces zones-là sont des zones où on est vulnérable. C'est pourquoi une personne qui rentre dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui est un manipulateur, cette personne peut se retrouver très mal parce qu'il fera toujours en sorte que tu te sentes coupable. Coupable même de ce que tu n'as pas fait. Et quand on rentre dans une relation et qu'on a donné sa confiance, à quelqu'un, et que cette personne-là a trahi cette confiance, ça nous affecte. Ça peut faire qu'on se met à douter nous-mêmes de notre capacité à avoir une bonne relation, une relation avec les autres dans le futur, une relation équilibrée. J'ai rencontré des gens comme ça qui se disent non, moi plus jamais je vais me mettre en relation avec quelqu'un, plus jamais je vais tomber amoureux de quelqu'un. Pourquoi plus jamais? Est-ce que quand quelqu'un va à la cuisine et puis la personne se blesse avec le couteau, cette personne dit plus jamais je vais toucher un couteau? Est-ce que c'est ce qu'on dit? Non. On prend les précautions pour que la prochaine fois, les choses se passent bien. Donc c'est pareil dans la vie. On peut avancer, rencontrer des situations qui ne sont pas en rapport avec ce qu'on voulait, en harmonie avec nos attentes, mais on s'adapte de sorte à ce que la prochaine fois, on soit outillé pour que ça se passe bien. Au-delà des relations amoureuses, il y a des échecs professionnels. Tu rentres dans un environnement où tu avais peut-être l'habitude de briller au niveau scolaire. On a vu à l'école, tu étais brillant, tu étais parmi les 5 premiers tout le temps. Et tu arrives dans le milieu professionnel, tu déposes, tu fais des demandes d'emploi, tu rencontres que des stages qui ne sont pas concluants. Ça peut casser ton niveau de confiance. Et même si tu vas dans un endroit ou dans une entreprise, il n'y a pas de perspective d'évolution. Tu restes là des années durant, avec un environnement professionnel qui fait tout pour te casser, pour te faire croire que toi, c'est pas la peine. Tu rencontres des managers. Quand tu rencontres des managers qui passent leur temps à fragiliser ton ego, à te casser publiquement, tu fais des efforts, on ne reconnaît pas tes efforts, tu as l'impression de revoir tes parents. Peut-être tes parents qui n'ont pas été très enthousiastes lorsque tu faisais des efforts, qui n'ont pas su reconnaître tes efforts, qui pour toi signifiaient quelque chose, ces efforts-là. Ça signifiait quelque chose, mais ils n'ont pas reconnu. Tu rencontres ces personnes-là, ces managers qui ont les mêmes attitudes, naturellement, ça te casse. Et vous retrouvez quelqu'un qui au départ était enthousiaste, quelques années plus tard, il n'arrive plus à performer. Parce que justement, l'enthousiasme avec lequel on commence un emploi n'est pas toujours celui avec lequel on l'achève, ou n'est pas toujours celui avec lequel on sort de là, à cause de l'environnement. Mais cette capacité à résister en dépit de l'environnement, elle peut se développer. Cette capacité à continuer à avancer, malgré un environnement qui n'est pas favorable, elle peut se développer. Et on va voir en quelques mots comment est-ce que vous pouvez travailler à améliorer votre niveau de confiance de sorte à ce que, même si autour de vous, les circonstances ne sont pas favorables,
vous continuez à progresser. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si on est d'accord avec ça, qu'on est veillé, on peut applaudir. Je sais ça, quand je parle comme ça, c'est chic, on ne va pas oublier qu'il arrête. Mais vous notez pas, hein? Je vois, vous notez pas. Vous notez, le cerveau humain, là, ça blague souvent. On croit qu'on va tout retenir, on ne va pas tout retenir. Notez les points qui vous parlent, et puis s'il y a des questions, on va y revenir. Alors, la confiance en soi, je l'ai dit, ça va être la conviction que vous avez dans votre capacité à faire des choses. Naturellement, dans la vie, il y a des gens à qui vous faites confiance, non? Pensez à une personne à qui vous faites confiance. Pensez juste à une personne. Je vous donne 5 secondes pour penser à cette personne-là. Pensez à une personne, imaginez, pensez à cette personne-là. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, c'est bon, tout le monde a trouvé quelqu'un? Vous avez pensé à quelqu'un à qui vous avez confiance? En qui vous avez confiance? C'est bon? Pourquoi est-ce que vous avez confiance en cette personne? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous estimez que cette personne est digne de confiance? Est digne de votre confiance? Oui? C'est un membre du clergé. C'est un membre du clergé, oui. D'accord. Qui d'autre? Oui. À cause de la fonction. La fonction. Ok. Moi, c'est un ami d'enfance. Pardon. Est-ce que tout membre du clergé est digne de confiance? Membre du clergé. Ou bien cette personne en particulier? Oui, cette personne. Justement, pourquoi cette personne en particulier? Parce que je l'ai trouvé, on a grandi pratiquement ensemble. D'accord. Donc il y a eu des expériences. Il y a eu des expériences partagées. Hein? Moi, c'est un ami d'enfance qui me soutient beaucoup. Donc à cause du soutien, cette personne-là le soutient. Ok? Qui d'autre? Oui? Parce que la personne l'aime. Cause de l'amour. Ok? À cause du lien. Amen. Amen. Mais est-ce que toutes les personnes à qui on est lié sont dignes de confiance? En tout cas, pour moi, là, Pourquoi? parce que je sais qu'à tout moment, il peut me protéger. Il peut m'écouter. Tu l'as déjà démontré par le passé, c'est ça? D'accord. Qui d'autre? Oui. Parce que la personne a déjà fait quelque chose qui va en couple. D'accord. La personne a toujours répondu à vos attentes, c'est ça? Ou bien la personne a toujours fait ce que vous pensez qu'elle devait faire ou qu'elle allait faire? Oui. C'est ça? D'accord. Qui d'autre? Ouais. Parce que cette personne a fait et elle continue à faire ce que personne d'autre ne peut faire pour moi. Cette personne a fait Et continue à faire. Continue à faire. On peut avoir une liste de ce que personne d'autre. Il est en train de toucher sa bague. Hein? Il est en train de toucher sa bague. Non, C'est pas ça. Un indice en termes professionnels, capable de se sacrifier lui-même. D'accord. Pour ouvrir un moment de papa. D'accord. Donc cette personne est capable de se sacrifier pour vos César. Oui. Prenez toutes ces caractéristiques-là. Quelqu'un qui fait ce que j'attends, ce que je pense qu'il peut faire. Quelqu'un qui m'a démontré par expérience que je peux lui faire confiance. Quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Quelqu'un qui me donne de l'amour. Quelqu'un qui me soutient. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour moi. Ce sont des caractéristiques que vous retrouvez chez les personnes en qui vous avez confiance. N'est-ce pas? Maintenant, si vous prenez ces caractéristiques-là et que vous les mettez en vous-même, est-ce que votre niveau de confiance en vous va pas grandir? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si, à partir de maintenant, vous commencez à vous dire, les caractéristiques que je vois chez X, Y, Z, par exemple, lui là, si quand il dit quelque chose, il fait. Lui là, si, en tout cas, je ne peux jamais penser du mal de lui parce que c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Lui là, par expérience, toutes les fois où on est allé dans un business et puis il y a eu une question d'argent, il a été honnête. C'est quelqu'un, sa parole compte. D'accord. Ça, c'est ce que vous voyez chez l'autre. Maintenant, vous-même, vous prenez ces caractéristiques et puis vous faites l'effort de les incarner. Comme quoi, moi, à partir de maintenant, si je dis quelque chose, je vais faire. Si je dis quelque chose, je vais faire. À partir de maintenant, je vais choisir de m'aimer, de me donner de l'amour, de me parler avec respect. À partir de maintenant, je vais faire en sorte que quand je vais quelque part, s'il y a une question d'argent ou d'engagement, etc., je sois aligné avec mes valeurs. Est-ce que ça ne va pas faire grandir votre confiance
en vous-même. Est-ce que ce n'est pas susceptible de faire grandir votre confiance en vous-même? Malheureusement, il est plus facile pour nous d'accorder notre confiance aux autres que de se l'accorder à nous-mêmes. On estime que les autres sont dignes de notre confiance, mais nous-mêmes, on ne l'est pas assez. Pourquoi? Parce que très souvent, on aura tendance à ne pas faire ce qu'on dit qu'on va faire, même quand on est seul. Tu vas par exemple te dire que cette année, je vais économiser. Cette année-là, je vais économiser au moins 100 000 tous les mois. L'année a commencé, c'était chic. Premier mois, tu as fait 100 000. Deuxième mois, tu voulais faire 50 000, mais tu allais prendre 50 000 et les 100 000 que tu as mis de début. Troisième mois, tu t'es dit, tu attends le mois d'après. Le mois d'après, tu as fait 200 000 pour combler. Et puis après, tu as dit, bon, mais c'est mon argent. Et quand tu regardes ça, tu dis, bon, dans le fond, moi, mais c'est pas trop digne de confiance, quoi. Je me connais. Si je commence à, je n'ai pas terminé. C'est comme ça qu'on fait. Et puis petit à petit, nous-mêmes, on se dévalorise. On perd du crédit à nos yeux. Mais si on a envie de corriger cela, si on a envie de changer, la première chose que je crois qu'on devrait faire, c'est de définir la nouvelle version de nous-mêmes. Notre nouvelle identité. Il faut commencer par définir notre nouvelle identité. Ça veut dire quoi, définir notre nouvelle identité? Vous savez comment vous êtes aujourd'hui. Le modèle que vous êtes aujourd'hui, vous connaissez. Vous connaissez le modèle là de l'intérieur. Mais est-ce que c'est ce modèle-là que vous avez envie de rester? Est-ce que vous avez envie de rester comme ça? Sinon, quel modèle vous voulez incarner? Quel genre de personne vous voulez incarner? C'est comme les gens qui ont un problème avec le retard. Les gens qui ça fatigue, non? Le retard. Et là, ça te fatigue. Si tu es là, lève ta main, on ferme les yeux, on dit, regarde, on ferme ta main. Donc, il y a des gens que le retard fatigue. Ils ne font pas exprès. Ils veulent. Mais on se dit que j'ai encore le temps. Oh, il y a attendre un peu. Il y a attendre un peu. Puis à la dernière minute, on commence à courir. Je vais prendre l'exemple des gens qui sont dans la chorale. Il y a des personnes qui sont dans une chorale ici. Souvent dans les chorales, les gens ont des uniformes. Quand dans la chorale dit que vous avez un uniforme, on dit par exemple, c'est l'uniforme Zobo qu'on porte aujourd'hui. D'accord. Vous savez qu'on porte cet uniforme-là. Au lieu d'anticiper, de préparer l'uniforme, on va attendre. C'est qu'est-ce qui est ça? Rendez-vous à 11h30. La chorale se retrouve à 11h30. Il est 10h30. Et je suis à me laver. Non, attendez. On va passer TikTok quand même. Il y a sur Facebook, il y a ce que c'est à dire. Ça va comme ça. Quand tu as fini ça maintenant, il est 11h à peine, il laver rapidement. Fini de te laver, tu laves là, tu as grillé 15 minutes dedans, il est 11h15, le rendez-vous c'est 11h30. Tu vas aller chercher mon habit. En temps, tu mets ton placard dans les habits sans pause. Donc tu as fouillé. Quand tu as trouvé la tenue Zobo là, la tenue est froissée d'une manière. Tu as croisé ça comme ça pour partir. Partir de 11h25. À 11h25, tu arrives. En plus, tu vas arriver à 11h40. Parce que tu as sous-estimé la distance. Donc 11h40, tu es arrivé là. On dit c'est tenue Zobo en haut, pantalon noir. Ton pantalon noir ressemble à quelque chose, mais la tenue là. Et c'est le jour là que la RTI va venir faire le reportage sur la paroisse. Donc on va te filmer dans ta tenue. Oh Dieu, chemise froissée. On va sortir la tenue, tout le monde te voit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas anticipé. Quand on a un problème et qu'on dit qu'on veut le corriger, il faut commencer par identifier la nouvelle version de nous. C'est-à-dire la nouvelle personne qu'on a envie de devenir. Si je dis que j'ai un problème avec j'ai un problème de manque de confiance et que j'ai du mal à m'affirmer dans les relations avec les autres, j'ai tendance à fuir les responsabilités qu'on me donne, tout ça. Je n'ai plus envie de devenir comme ça. Qui j'ai envie de devenir? J'ai envie de devenir une personne digne de confiance, une personne qui inspire les autres. Quelqu'un qui, lorsqu'il parle, les gens disent, ouais, ça, c'est notre leader.
J'ai envie de devenir une personne, quand elle n'est pas d'accord en réunion, elle est capable de dire, je pense différemment. Je pense qu'on peut faire autrement. J'ai envie d'être une personne, lorsque j'ai une idée qui peut faire avancer le service, je propose qu'on fasse de telle façon. Ou alors, je mets en œuvre, et puis quand on demande qui a fait là, je dis c'est moi. J'ai envie d'être une personne comme ça. J'ai envie d'être quelqu'un, quand il marche la tête haute. Quand il voit des gens, des N+1, il ne se cachent pas. Parce qu'il reconnaît que ce sont des êtres humains aussi. Eux aussi, ils enseignent sur petit tabouret blanc et puis ils font ça. C'est des êtres humains comme moi. C'est vrai qu'on n'a pas le même niveau de responsabilité, mais c'est des êtres humains comme moi. Donc s'ils me demandent des choses, je peux répondre sans me cacher. Ça, j'ai défini ça. Number 2. Il faut s'évertuer à incarner chaque jour cette nouvelle version. Pourquoi est-ce que je dis incarner chaque jour? La transformation d'un individu. Oui, vous pouvez peut-être croire que les choses vont se faire de manière extraordinaire. Ou je cherche la solution miracle. Je veux que mon niveau de confiance prenne. Parce que si j'ai plus confiance en moi, je vais plus oser. Si j'ai plus confiance en moi, je vais réaliser des projets que je n'ai pas réalisés depuis longtemps. Et tu veux la solution miracle. La chose qu'on doit venir, on va te dire, bon, tu prends 2 verres et demain ta vie a changé. Les gens cherchent ça. Ils aiment ça. C'est comme ça que beaucoup se font avoir aussi. Un être humain, il ne va pas changer comme ça. Ça fait combien d'années que vous êtes comme vous êtes? Ça fait combien d'années? Même le cerveau pour qui se reconfigure, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Avec le phénomène de la neuroplasticité, là, on sait que l'être humain peut changer à tout âge. Il n'y a pas un âge où on arrive et on dit c'est impossible. Parce que dans le cerveau, il y a des neurones et ces neurones-là ont des connexions entre eux. Et chaque connexion peut être remaniée. Donc, on peut établir de nouvelles connexions dans notre cerveau. C'est pourquoi on peut apprendre, on peut continuer à apprendre tant qu'on est vivant. Vous pouvez développer de nouvelles aptitudes. Mais ça ne se fait pas par un claquement de doigts. Ça se fait un jour après l'autre. Un jour après l'autre. C'est pourquoi, si vous avez décidé de travailler sur votre niveau de confiance, vous pouvez par exemple aujourd'hui décider de dire, quand je vais arriver au travail, si je vais par exemple au réfectoire, et qu'il y a quelque chose que je veux en plus, si on m'a servi une fois, je veux en plus, je vais demander. Je veux encore. Et je vais voir ce que ça me fait. Parce qu'au départ, on n'est pas à l'aise avec ça. C'est comme quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Et quand on sort de sa zone de confort, on n'est pas à l'aise. C'est inconfortable au départ. Est-ce que vous savez combien de fois vous êtes tombé en tant qu'enfant avant de pouvoir marcher? Combien de fois à peu près? Il y a une idée. 20, 100? Combien de fois? Un chiffre. 20 fois. 20 fois. En fait, c'est pas possible parce qu'à ce moment, la personne s'en souvient. Mais une idée, à peu près. Chaque jour. Chaque jour. Avant de marcher, chaque jour. Alors, il y a des chercheurs qui ont observé ça. Il semble qu'un enfant tombe en moyenne 2000 fois avant de pouvoir marcher correctement. 2000 fois. Mais aujourd'hui, si on dit c'est pas ici, les gens vont se lever comme ça, courir. Mais ils ont oublié qu'ils sont tombés 2000 fois avant de pouvoir courir comme ça, aussi naturellement. Donc, c'est chaque jour qu'on fait un pas vers la meilleure version de soi. Chaque jour. Définissez de petits challenges. De petits challenges que vous allez franchir étape par étape. Si j'avais peur de demander, je vais commencer par demander. Si j'avais peur de dire que je ne suis pas d'accord, je vais commencer à chercher la bonne formule pour exprimer mon désaccord. Au départ, accepter que ça soit inconfortable. Ça sera inconfortable. Mais plus je vais répéter cela, je vais être à l'aise avec. Je vais terminer avec le témoignage d'une dame que j'ai en ce moment l'accompagnement. C'est une dame qui travaille dans un service de l'administration publique. Dans l'administration publique, dans un service. Et cette dame, d'un certain âge, elle a presque 50 ans maintenant, elle avait du mal à regarder les gens quand elle leur parlait. Elle avait du mal à regarder les gens comme ça quand elle leur parlait. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours en train de se comparer intérieurement aux autres. Toujours en train de dire, la personne qui parle là, m'a l'air plus intelligent, m'a l'air brillant, il connaît beaucoup de choses. Et donc, comment elle fait ça? Elle-même, elle se dévalorise. Elle ne dit plus ce qu'elle a à dire. Elle préfère écouter.
Oui, c'est ça. Mais si elle n'est pas d'accord, elle se tait. Quand on a commencé à travailler sur l'image qu'elle a d'elle-même, elle a fait ressortir ses qualités. Elle a vu que même de rien, même si je ne suis pas allé très très loin à l'école, j'ai quand même des qualités. Il y a des gens qui apprécient la personne que je suis. Et il y a des gens qui se reconnaissent en moi. Elle a commencé à se regarder davantage dans le miroir. Vous trouvez que quand même elle est belle. Elle n'est pas aussi bizarre que ça. Et puis elle a de bonnes idées quand même. Elle a commencé à ressortir toutes ses qualités. Elle a identifié la personne qu'elle a envie de devenir. Chaque jour, elle se conditionnait avec cette nouvelle image, se rappelait cette nouvelle image, se parlait différemment. Il y a quelques semaines, quand je la voyais, elle me disait qu'elle est partie à une réunion où il y avait des gens, professeurs d'université, avocat international, tout ça. Elle a regardé dans les yeux, elle a dit ce qu'elle pensait. Elle était fière d'elle. Pourquoi? Parce qu'un jour après l'autre, elle a travaillé à sa propre transformation. Si vous devez retenir une chose de mon intervention aujourd'hui, vu que le temps est arrivé à son terme, c'est que le niveau de confiance que vous avez peut être un catalyseur pour votre réussite professionnelle. Ce niveau de confiance-là, il peut osciller en fonction des situations, en fonction des événements, mais c'est à vous de définir qui vous avez envie d'être. Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner en tant que personne et de travailler de manière consciente chaque jour à incarner cette version de vous-là. Merci pour votre attention. Je reste ouvert à vos questions. Merci. Ovation, s'il vous plaît. Ok.